Salam alaikum. On continue toujours dans le cours matériaux pour l'électronique. Dans ce deuxième chapitre, on va traiter la structure de la matière. Alors pour cela, on va commencer par cette remarque pertinente. Alors, comment peut-on prétendre qu'un métal gris toxique comme le sodium Na peut toujours exister quand il est combiné au gaz vert de chlore, lui aussi toxique, pour donner un composé appelé le chlorure de sodium, NaCl, communément appelé sel de table, qui lui est de couleur blanche et pas seulement non toxique, mais très essentiel à la vie. Alors, la réponse à cette question montre que la combinaison entre plusieurs éléments chimiques de propriétés physico-chimiques différentes donne une structure moléculaire ou cristalline elle-même de propriétés physico-chimiques différentes. Alors, on va traiter aujourd'hui du premier niveau de complexité des matériaux, à savoir les atomes ou plus précisément les éléments chimiques. Voilà. L'étude des propriétés physiques des matériaux passe inéluctablement par l'étude des atomes, éléments chimiques qui les composent. Cela représente le premier niveau de complexité dans ces matériaux. Alors c'est quoi l'atome? L'atome, comme vous le savez, est un objet très petit de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres, un nanomètre. Voilà. On peut utiliser aussi l'angstrom, qui est 10 puissance moins 10 mètres, qui contient des électrons, et un noyau de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, c'est le femton. Voilà. Le noyau est très petit. Alors la taille du noyau est à 1 million d'ordres plus petit que l'atome. Les électrons forment essentiellement le corps des atomes. Le noyau est constitué de nucléons, à savoir le proton portant une charge positive élémentaire de 1,6 10 puissance moins 19 coulombs et le neutron de charge nulle. Voilà. La charge a été trouvée par un certain Millikan. Voilà. La masse du neutron et du proton est de 1,6 10 puissance moins 27 kg, qui est à peu près 2000 fois la masse de l'électron. La masse de l'atome est à peu près la masse du noyau. L'électron a une charge négative égale en valeur absolue à celle du proton, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. L'atome est électriquement neutre. Le nombre de protons, c'est-à-dire les charges positives, doit être égal au nombre d'électrons charge négative, alors que le nombre de neutrons peut être plus petit ou plus grand. Voilà, puisqu'il ne contribue pas à la charge de l'atome. Le rayon de l'atome dépend du nombre de couches de l'atome. Et on va voir c'est quoi ces couches-là. Alors si le nombre de neutrons n n'est pas égal au nombre de protons, on parle d'isotopie. Voilà. Par exemple, le carbone 12 ayant 6 protons et 6 neutrons a un isotope carbone 14 qui a 6 protons et 8 neutrons. Alors on parle de numéro atomique Z. Ce numéro indique le nombre de protons qui est aussi le nombre d'électrons dans un atome. Alors le carbone C612 a 6 protons, donc Z égale à 6, le nombre de protons et d'électrons. N égale à 6, alors 12 moins 6 égale à 6, c'est le nombre de neutrons. La masse de l'atome est égale à, alors c'est la masse des protons fois le nombre de protons, la masse des neutrons fois le nombre de neutrons N, et la masse des électrons fois le nombre des électrons Z. Alors bien sûr, on a vu que la masse des électrons est très petite devant la masse des neutrons et des protons, c'est pour ça qu'on va la négliger pour avoir juste la masse du proton qui est égale à la masse du neutron fois Z plus N
qui est égal à 1,67 fois 10 puissance moins 27 Z plus N. Bien sûr, on a sous-estimé la masse de l'électron par rapport au proton et au neutron. Alors, ainsi on définit le nombre de masses comme A égale à Z plus N. La masse atomique se définit. Alors Z c'est le nombre de protons et d'électrons. N c'est le nombre de neutrons. Voilà, A c'est le nombre de masses. La masse atomique se définit comme le MA égale à 1,67 fois 10 puissance moins 27 fois A. Alors, c'est en kilogrammes. Voilà. L'isotope, par exemple, de carbone, c'est 6,14, A, Z égale à 6 et N égale à 8. Encore, on peut exprimer la masse atomique en l'unité de la masse atomique UMA, qui est égale à une unité de masse atomique qui est égale à 1,67 10 puissance moins 24 grammes. Voilà. Ce qui nous permet d'éviter de trimballer trop de chiffres. Voilà. Au lieu d'utiliser les kilogrammes et les grammes, on va utiliser une unité qui est égale à 1,67 10 puissance moins 24 grammes. Voilà. Alors, cela nous permet d'écrire tout simplement la masse d'un atome en UMA comme, voilà, MA égale à A, le nombre de masses, fois UMA en grammes. Alors c'est ainsi que la masse atomique du carbone 12 est, voilà, c'est-à-dire une masse d'un atome de carbone est égale à 12 unités de masse atomique. Et la masse atomique du carbone 14 est M, c'est-à-dire 14 unités de masse atomique. Alors on définit aussi la mole. Alors l'intérêt de ce concept est de définir une quantité permettant de travailler avec des grandeurs facilement manipulables. Ainsi, on définit la mole comme le nombre d'atomes N, le nombre d'Avogadro, de carbone C12 contenu dans 12 grammes. Voilà, c'est ça la définition de la mole. Appelé nombre d'Avogadro, bien sûr, le N égale à 6 fois 0,022 10 puissance 23. C'est-à-dire, là, si on prend 6,022 10 puissance 23 atomes de carbone et on va les peser, on trouvera 12 grammes. Voilà. La masse molaire atomique M, c'est la masse atomique moyenne pour une mole d'un élément en considérant tous les isotopes exprimés en grammes par mole. Ainsi, le carbone 12 pèse 12 grammes par mole. Voilà. Alors que la masse d'un seul atome de C12 est 12 divisé par le nombre d'Avogadro. Bien sûr, c'est A fois AUM. C'est-à-dire 12 unités de masse atomique. D'autre part, voilà, l'unité de masse atomique, c'est égal à, si on divise 1 par le nombre d'Avogadro, on trouvera 1,267 10 puissance moins 24. Donc, le UMA est l'inverse du nombre d'Avogadro N. Ainsi, un seul atome aura une masse égale à N UMA, mais aussi la masse molaire atomique est de M grammes par mole. Alors, ce concept de mole peut être généralisé à d'autres entités élémentaires, des atomes, des molécules, des ions, des électrons, des groupements de particules, etc. Voilà. C'est une révision. Alors, notation des éléments chimiques. L'atome a un noyau à N neutrons plus Z protons plus Z électrons. Z, c'est le nombre de masse, le nombre atomique. Éléments ensemble des atomes ayant le même numéro atomique Z. On va utiliser le symbole. X, c'est le symbole de l'élément. Le A, c'est le nombre de masse. Et Z, en dessous, c'est le nombre de protons. Avec le nombre de masse égal à Z, le nombre de protons,
voilà, plus n le nombre de neutrons. Les isotopes sont les ensembles des atomes dans les noyaux qui contiennent le même nombre de protons mais pas le même nombre de neutrons. La masse atomique m bar d'un élément chimique est donnée par les moyennes des masses atomiques mi des différents isotopes I pondérés par leur abondance naturelle Ci. Voilà, c'est la masse atomique. Voilà, parce qu'il n'y a pas que, par exemple, pour un élément, s'il a des isotopes, eh bien, on doit considérer ces isotopes en calculant une masse atomique moyenne qui est égale à la somme des CI, ce sont les abondances naturelles, c'est-à-dire le taux d'abondance de cet isotope par rapport aux autres isotopes. Alors, exemple, le carbone C existe sous forme de deux isotopes stables, le C12, c'est-à-dire 6 protons et 6 neutrons. Il existe à un pourcentage de à peu près 99%, 98,89%. Le C13 est à un pourcentage de 1,11, alors que le C14 n'est pas stable. La masse atomique moyenne du carbone est donnée par, on va faire la somme de deux isotopes, celui de 12 avec son abondance, bien sûr, on a divisé par 100. 1, c'est le pourcentage de carbone 13 divisé par 100 multiplié par la masse atomique, qui est égale à peu près 12, c'est 12,01 grammes par mol. Voilà. Alors, il existe depuis la fin du 19e siècle des modèles pour l'atome. Alors rappelez-vous qu'il y avait un modèle de l'atome dans les temps anciens, mais la chose c'est-à-dire que les gens se sont penchés sur un autre modèle, un modèle qui dit que la matière existe sous forme de 4 formes: le feu, l'air, l'eau et la terre. Voilà. Mais depuis que les gens ont découvert l'électricité et à la fin du 19e siècle, il y avait des modèles pour l'atome. C'est pour ça qu'on a le premier modèle élaboré pour comprendre la structure de la matière était un modèle donné par Thomson ou élaboré par Thomson, où les électrons, c'est-à-dire Thomson, celui qui a trouvé le rapport charge par masse de l'électron, E sur M, le fameux E sur M. C'est le même Thomson qui a élaboré ce modèle, J.J. Thomson, où il dit que les électrons sont distribués uniformément sur une sphère positivement chargée de dimension atomique. Dans ce modèle, il n'y a pas de protons, mais juste un corps positivement chargé dans lequel baignent quelques électrons. Et il est appelé en anglais, les anglo-saxons l'appellent plume pudding. Voilà. Viendra après le modèle de Rutherford, un grand expérimentateur, qui dit que toute la matière de l'atome était concentrée dans un espace très très réduit. Voilà. Avec des expériences, bien sûr, vous pouvez revenir au livre d'histoire, l'histoire de la science, pour voir comment a pu obtenir ce modèle-là. Alors, le plus grand travail c'est-à-dire dans ce domaine a été fait par le grand physicien Niels Bohr, un Danois, qui a élaboré son modèle, connu sous le nom de modèle de Bohr. L'électron tourne autour du noyau sur des orbitales circulaires avec une énergie quantifiée à travers son moment cinétique. Alors Bohr a eu l'idée
c'est-à-dire il a capté l'idée de Planck sur la quantification des niveaux d'énergie et il a appliqué dans son modèle. Alors il a postulé, parce que c'est un postulat, où il dit que l'électron a un moment cinétique quantifié, c'est-à-dire il ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais juste quelques valeurs quantifiées. Et il a mis que L qui est égal, c'est-à-dire si un électron tourne dans une trajectoire circulaire, et bien c'est bien le modèle de Bohr, c'est que l'électron tourne autour d'une orbite circulaire, voilà, sous forme de cercle. Et bien le moment cinétique est égal à la masse fois la vitesse fois le rayon de l'électron par rapport au centre du cercle, égal à n. N c'est un nombre entier, h c'est la constante de Planck, voilà, c'est-à-dire établi en 1900 par Planck, voilà, où n est le seul nombre quantique dans le modèle de Bohr et qui désigne la taille de l'orbite et h la constante de Planck. Voilà, le modèle de Bohr n'est applicable que pour un système atomique isolé avec un seul électron. Voilà. Alors, le modèle de Bohr a eu des insuffisances, puisqu'il y avait des expériences faites par un certain Stark, d'ailleurs on appelle toujours l'effet Stark, et un autre phénomène qui est appelé l'effet de Zeeman. Alors Zeeman, c'est l'application d'un champ magnétique sur les atomes. L'effet Stark, c'est l'application d'un champ électrique sur l'atome, et on trouvait qu'il y avait un dédoublement, c'est-à-dire une séparation très fine c'est-à-dire dans la spectroscopie des atomes, puisque selon le modèle de Bohr, à chaque fois qu'un électron passe d'un niveau à un autre, il va émettre une lumière. Et bien ces gens-là ont trouvé qu'il y avait pour la même couleur, il y avait un dédoublement, c'est-à-dire on pensait qu'il n'y avait pas que une couche c'est-à-dire par niveau, mais il y avait ce qu'on appelle après les sous-couches. C'est pour ça, pour remédier à ce problème-là, Sommerfeld est venu pour proposer son modèle. Alors au lieu de le modèle de Bohr ne pouvant pas expliquer le dédoublement des lignes d'émission des atomes, Sommerfeld a apporté une amélioration à ce modèle. En effet, il a remplacé l'orbite circulaire de l'électron autour du noyau par une orbite elliptique avec une excentricité douce de même centre que l'orbite circulaire. En plus du nombre quantique n, Sommerfeld a introduit deux nouveaux nombres quantiques. Le L est introduit pour faire la distinction entre les formes elliptiques et circulaires des orbitales au lieu d'orbites utilisées par Bohr. Il prend les valeurs L égale à 0, 1 jusqu'à n-1. Les spectroscopes les appellent S pour sharp, pour pointu P principal, diffuse et fine F, ainsi de suite. Alors le nombre quantique M désigne un nombre quantique magnétique et représente une orientation qui peut prendre les valeurs M de moins L jusqu'à L. Voilà. C'est-à-dire Sommerfeld, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remplacé le modèle de Bohr par le modèle où la trajectoire est circulaire pour un certain niveau renferme plusieurs trajectoires, mais de type elliptique. Voilà, avec des énergies plus ou moins égales, voilà, différentes, mais pas très différentes. Voilà. Et on a trouvé, voilà, juste pour vous montrer voilà. C'est, par exemple, il y a pour un niveau, par exemple le D, voilà, on avait le n égale à 3, voilà, mais il y avait dans le n égale à 3 des détails, voilà,
il y a le L égale à 2, il y a le L égale à 1 et le L égale à 0 avec des orientations. Alors le L égale à 2, c'est pour les 5 orientations des orbitales. Voilà. Alors, après, en se basant sur les résultats de l'expérience de Stern et Gerlach, ils ont proposé que l'électron pouvait tourner autour de lui-même. Deux possibilités de rotation de l'électron autour de lui-même existent, puisque l'électron est chargé. Un moment magnétique est créé selon le sens de rotation. Il rajoute donc un quatrième nombre quantique, le spin S. Voilà. Alors, je vous montre ici un schéma de l'expérience de Stern et Gerlach. C'est-à-dire ils vont envoyer à partir d'un fourneau ici des atomes d'argent. Alors pourquoi les atomes d'argent? Parce qu'ils contiennent un nombre impair d'électrons. C'est-à-dire en fin de compte, il y aura un électron qui va être sensible au champ magnétique non homogène ici, à travers ce parcours-là. Et ils vont frapper sur une plaque ici. Et ils ont trouvé qu'en absence d'un champ magnétique, on avait une seule bande, voilà, ici, voilà. Mais une fois le champ magnétique était inhomogène, et bien sûr non uniforme, en présence d'un champ magnétique, il y avait deux bandes, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une partie des atomes d'argent qui frappent dans la bande supérieure et une partie d'atomes d'argent qui frappe dans la bande inférieure, et on a c'est-à-dire expliqué ça par le fait que l'électron lui-même est sensible à un champ magnétique, et c'est-à-dire théoriquement on a proposé de rajouter un quatrième nombre quantique aux trois premiers, c'est-à-dire que l'électron il est dans une couche, et il peut être dans cette couche, il peut être dans une sous-couche avec une certaine orientation, alors c'est le M, et il peut avoir un spin en haut et un spin en bas. Voilà. C'est-à-dire un électron est désigné ou représenté par 4 nombres quantiques. Voilà. Juste pour... Alors comment on a le tableau périodique? Voilà, c'est-à-dire, vous savez, connaissez tous le tableau périodique qu'on utilise et qui renferme tous les éléments découverts jusqu'à maintenant. Voilà, il y en a 118 éléments. Alors, pour remplir ce tableau périodique, alors je vous montre le tableau périodique, voilà, tableau périodique, c'est celui-là. Voilà, tableau périodique des éléments. Vous avez le H, l'hydrogène, l'hélium, le lithium, le beryllium. Alors comment on va voir comment on va remplir ce tableau périodique et quel est l'historique de ce remplissage. Voilà. Alors pour cela, la séquence de remplissage des états énergétiques est régie par le principe d'Aufbau, un terme allemand qui signifie construction ou établissement, qui repose lui-même sur 3 principes fondamentaux, à savoir, alors c'est, voilà, le premier principe, c'est un principe très très important dans la mécanique quantique, qu'on appelle principe d'exclusion de Pauli. Selon ce principe, chaque électron peut occuper un état représenté par un ensemble unique des 4 nombres quantiques. N, alors on a dit que le N c'est la couche, L c'est la sous-couche, M c'est un nombre magnétique qui représente une certaine orientation de l'orbital dans l'espace, et S c'est le spin up ou down, en haut, en bas. Voilà. Alors, pour comprendre c'est quoi le principe d'exclusion de Pauli, c'est que 2 électrons dans un état énergique ne peuvent pas avoir le même spin. Voilà, c'est grosso modo, c'est l'essentiel de ce principe d'exclusion de Pauli, et c'est la base de la mécanique quantique.
Deuxième paramètre, critère, c'est l'ordre ascendant d'énergie. Les électrons occupent les états énergétiques dans un ordre ascendant d'énergie. On doit souligner que les niveaux d'énergie eux-mêmes changent de valeur en fonction de la population des niveaux énergétiques. Voilà. Troisième critère, ce sont les règles de Hund dégénérescence. Cela s'applique dans le cas où des états électroniques ont la même énergie. Selon cette règle, on favorise les états où les électrons sont non appariés, impaired electrons. Et on peut voir un exemple. Voilà. Ce sont les trois critères qu'on doit appliquer pour remplir les niveaux d'énergie dans un atome. Voilà, vous pouvez voir il y a le 1S, les énergies, voilà, N, le 1S, le 2S, voilà, 2P, avec leur énergie respective. Bien sûr, comme je viens de le dire, les niveaux d'énergie eux-mêmes changent de valeur en fonction de la population des niveaux énergétiques. C'est-à-dire que ces valeurs d'énergie pour ces niveaux d'énergie changent de valeur en fonction du nombre d'électrons qu'on va mettre. Voilà. Alors, comme exemple, on prend le cas du carbone. Alors, le carbone, il a 6 électrons. Alors, on va les mettre dans, c'est-à-dire le premier, le 1S, on va mettre 2 électrons avec, bien sûr, un électron en haut, un électron de spin en bas. On va mettre 2 électrons dans le niveau 2, voilà, de S2, et dans le même niveau 2, mais dans les sous-couches P. La sous-couche P, bien sûr, on a deux électrons. Alors on commence par les états d'énergie les moins basses, c'est-à-dire l'état 1S. Alors l'état 1S, c'est quoi? Elle correspond à nombre n, la couche n. Voilà, le S correspond à L égale à 0 et le M égale à 0. Alors juste une petite remarque, le S a une symétrie sphérique, c'est-à-dire que l'électron peut être, c'est-à-dire a une symétrie sphérique, c'est-à-dire l'occupation de l'électron dans l'espace et a une symétrie sphérique. C'est pour ça son moment magnétique est nul. Voilà, c'est pour ça qu'on a le M égale à 0. Voilà. Mais selon le principe de Pauli, ces deux électrons ayant les mêmes nombres quantiques N, L et M ne peuvent pas avoir aussi le même S spin. Donc chaque électron aura un spin différent de l'autre. Voilà. Pour ça, les deux électrons ici en S1, S2 auront, voilà, un électron aura un spin up et un électron a un spin down. Voilà, K c'est pour les spectroscopes utilisés ces symboles. Voilà. On passe ensuite à l'état 2. Voilà. L'état 2, c'est l'énergie. C'est-à-dire la différence d'énergie entre le 1 et le 2, voilà, est très prononcée. Alors que l'énergie entre le 2S et les 2P est, c'est-à-dire elle n'est pas aussi grande que celle entre 1 et 1 égale à 1 et 1 égale à 2. Alors on passe ensuite à l'état 2 de S, 1 égale à 2. On a le L égale à 0. Voilà, c'est pour le S. Le M égale à 0 parce que le S, on a dit qu'il y a une symétrie sphérique. Et de la même manière, on y met deux électrons avec deux spins différents. Voilà, de S, on va mettre un électron ici dans le 2S, mais avec deux spins différents. Maintenant, le L, on a vu que ça va de 0 à N-1. Alors, N-1 égale 2-1 égale à 1. On aura L égale à 0 et L égale à 1. Alors, de la même manière, voilà, on passe aux sous-couches 2P qui contient 3 états. Voilà, 3 états, parce que on a le L égale à 1. Voilà, alors on a le M égale à 1 moins 1. Voilà, il y a un moins qui manque ici. M égale à moins 1, M égale à 0 et M égale à 1. C'est pour ça qu'on a 3 cases ici. Voilà. Mais on a juste 2 électrons. Normalement, il y aura, pour compléter ces 3 cases, on aura besoin de 6 électrons, mais le carbone ne possède que, c'est-à-dire les 2 qui restent, on doit les mettre dans ces 3 cases. Et bien, on doit appliquer la règle de Hund
qui dit que on favorise les états où les électrons sont non appariés. C'est pour ça on a mis les deux électrons, voilà, chacun dans une case avec le même spin. C'est pour ça, voilà, c'est la règle de Hund qui nous dit que on doit favoriser les électrons non apparaît, et c'est celle-là la configuration électronique du carbone. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger qui est bien sûr la base de la mécanique quantique, voilà, du nom de physicien Schrödinger. Alors, il s'est basé sur la notion de De Broglie de la dualité onde-corpuscule, selon laquelle un objet avec une quantité de mouvement P aura une longueur d'onde lambda égale à H sur P. Voilà. Avec H, comme on l'a dit, c'est la constante de Planck, et P, la quantité de mouvement. Voilà. Alors, la quantité de mouvement d'une particule qui se déplace, bien sûr, c'est la masse fois sa vitesse. Mais ici, on peut écrire que la masse de Broglie a proposé qu'on écrive P comme H sur lambda. Voilà. Alors, il a eu l'idée d'inverser l'idée proposée par Einstein, selon laquelle on peut voir la lumière comme des particules qu'on appelle photons. Et bien de Broglie a fait l'inverse, c'est-à-dire on a un objet, voilà, un objet, c'est-à-dire une particule avec une masse, et il lui a associé une longueur d'onde. Voilà l'idée qui est venue à De Broglie, un physicien français. Voilà. D'ailleurs, il a fait cette proposition pendant qu'il soutenait son doctorat. Voilà. Alors, Erwin Schrödinger a établi une équation pour l'électron comme étant une onde mécanique confinée dans un milieu fermé. Alors, il faut faire attention. La dualité onde-corpuscule est la base c'est l'idée clé de la base de la mécanique quantique, c'est-à-dire que un électron, on peut, dans certaines situations, on peut le considérer comme une particule, mais on peut le considérer aussi comme une onde. Voilà, c'est ça l'idée principale de la dualité onde-corpuscule. Voilà. C'est-à-dire que l'électron, lui, il fait ce qu'il fait, mais les physiciens, pour expliquer certains phénomènes, ils vont parfois considérer l'électron comme une particule, et parfois ils les considèrent comme une onde. Voilà, c'est ça, c'est toute l'histoire. Voilà. Erwin Schrödinger a établi une équation pour l'électron comme étant une onde mécanique confinée dans un milieu fermé. Alors il a établi cette équation, bien sûr on ne va pas entrer dans les détails, juste pour vous donner une idée, où psi est la fonction d'onde, fonction propre, qu'on appelle Eigenfunction en allemand, et qui n'a pas de sens physique. Delta c'est le Laplacien, c'est la dérivée deuxième, voilà. H bar, la constante voilà, de Planck divisé par 2pi. Voilà, normalisé. Et V1, un potentiel, ou c'est-à-dire V, l'électron, voilà, le potentiel d'électron. Alors, les physiciens s'intéressent plutôt à cette quantité psi fois le conjugué de psi, le module, qui est proportionnel à la probabilité de trouver l'électron dans une région de l'espace, les limites de l'orbital sur lequel existe l'électron. Les solutions, c'est-à-dire que en mécanique quantique, on est plus intéressé par la trajectoire de l'électron, puisqu'on ne peut pas le trouver à cause d'un principe qui s'appelle le principe d'Eisenberg, d'incertitude d'Eisenberg. On parle plutôt de probabilité de présence dans une région. Voilà. Les solutions de l'équation de Schrödinger pour un système à un seul électron sont données comme suit. Voilà, vous pouvez voir, je peux vous montrer voilà. Voilà. Vous avez par exemple le psi. Alors il faut faire attention,
la solution analytique de l'équation de Schrödinger n'existe que pour l'hydrogène et les atomes hydrogénoïdes. Voilà. Il n'y a pas de solution exacte pour les éléments autres que l'hydrogène. Voilà. On utilise d'autres méthodes, voilà, numériques, pour résoudre ces problèmes. Mais je vous donne ici, par exemple, pour l'hydrogène, ou un hydrogénoïde, pour l'hydrogène Z égale à 1, alors l'orbital 1s, la solution de l'équation de Schrödinger, vous avez voilà, des constantes. A0, c'est le rayon de bord, voilà, le rayon de bord égale à, voilà, c'est la moyenne pour un électron sur un atome d'hydrogène, voilà le rayon, exponentielle moins R sur R0. Le 2S, vous voyez qu'il ne dépend que de R. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit qu'il a une symétrie sphérique. C'est-à-dire qu'il ne dépend ni de θ ni de phi. Rappelez-vous les coordonnées sphériques. Alors le 1S, les 2S ne dépendent que de R. C'est pour ça qu'ils ont une symétrie sphérique. Alors que par exemple pour les P, elles dépendent de θ et de psi. C'est pour ça qu'ils ont une valeur magnétique. Voilà. Il n'y a pas de symétrie sphérique. Voilà, Alors, densité de probabilité, je vous donne ici quelques sur cette figure, par exemple, et psi au carré. Voilà. On a tracé le carré de la fonction d'onde, encore la densité de probabilité radiale des orbitales de l'atome d'hydrogène. Voilà. Et vous voyez que l'électron dans la sous-couche 1s est plus proche, puisque la densité de probabilité est maximale autour de 1, par exemple, 0,5 par exemple. Voilà. Alors que les électrons de la sous-couche 2s sont plus éloignés du noyau. Voilà, le maximum est ici. Alors le 2pi est aussi, on peut voir qu'il est, confondu avec le 2s. Voilà. Alors que le 3s, voilà, 3s, vous voyez que le 3s, le 3p, voilà, la présence de l'électron dans la sous-couche 3p est à 6 rayons. Voilà. 6. Alors que le 3D, voilà, il y a une extension, c'est-à-dire la probabilité de présence n'est pas pointue, elle est plate à peu près. Voilà. Alors sur la figure ci-dessous, on a tracé les allures en 3 dimensions des densités de probabilité de présence des électrons sur la sous-couche P. Voilà. Alors il y a dans la sous-couche, les sous-couches P, il y a par exemple la couche 2, mais avec 3 sous-couches. Alors c'est pour ça on a le L égale à 0 et le L égale à 1. Voilà. Et pour la sous-couche L égale à 1, on a trois orientations. C'est le nombre quantique magnétique M. Rappelez-vous, M égale à moins L, 0, moins 1, 0 et 1. Voilà. Alors, vous avez M qui représente l'orientation de la sous-couche de πx, de πy et de πz. Voilà. Voilà, vous avez n égale à 2, l égale à 1, m égale à moins 1, 0 et 1. Voilà. Maintenant, on donne ici les sous-couches de n égale à 3, l égale à 2. Voilà. Alors, il faut faire attention qu'il y a aussi L égale à 1, 0 et L égale à 1. Mais ici, on trace les sous-couches qui correspondent à L égale à 2 avec 5 orientations. Voilà, 5 orientations. Et on a celle-là, celle-ci, voilà, et voilà, c'est des orientations magnétiques. Voilà. Suivant le plan XY, le plan XZ, le plan YZ. Et comment expliquer ce qu'on appelle les lobes, c'est-à-dire que l'électron dans cette couche
a la même probabilité de présence sur ces lobes. C'est-à-dire l'électron, c'est-à-dire la densité de probabilité de présence d'électrons en ce point est le même que celui-là. Bien sûr, il y aura d'autres lobes, voilà, mais la manière avec laquelle la distribution des électrons est faite, et elle est selon ces lobes-là. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici la partie en blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électrons, il n'y a pas de présence d'électrons de cette sous-couche. Voilà. Alors, je m'arrête ici et la prochaine fois, on va traiter du tableau périodique. Merci.